Bonjour, dans cette vidéo, je vais réaliser la correction de 2 exercices de génétique basés sur des arbres généalogiques. Alors pour tout ce qui est transmission des caractères héréditaires chez l'homme, on travaille exclusivement avec des arbres généalogiques. Effectivement, c'était assez facile pour Mendel de croiser différents plans de poids les uns avec les autres, mais c'est un petit peu plus compliqué chez l'homme de décider qui va se croiser avec qui, donc qui va se reproduire avec qui, afin de voir quelle descendance ils ont. Donc chez l'homme, on travaille avec des arbres généalogiques qui retracent l'histoire des familles. Les exercices que l'on va réaliser sont l'exercice 8 de la page 15 et l'exercice 10C de la page 16. Donc vous pouvez prendre sur le côté ces exercices ainsi qu'une feuille de bloc pour la résolution. C'est parti pour l'exercice 8. La maladie de Huntington est une affection monogénique qui touche le fonctionnement cérébral. La maladie se déclare le plus souvent entre 30 et 45 ans et évolue progressivement. Elle touche indistinctement les hommes et les femmes. La personne malade perd peu à peu ses fonctions intellectuelles, doit faire face à des troubles moteurs et devient invalide. Malgré de grands espoirs, il n'y a toujours pas de traitement. C'est une maladie qui se transmet selon le mode dominant. Donc, par l'analyse de nombreux arbres généalogiques, les scientifiques ont déjà réussi à déterminer que cette maladie se transmet selon le mode dominant. Ce qui veut dire que l'allèle qui rend les gens malades est un allèle dominant. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans cet exercice? Petit a, donner le génotype de chaque individu, et petit b, pour l'individu dans la 4e génération, l'individu 2, dans lequel il y a un petit point d'interrogation, quel est le pourcentage de chances que cet individu ne soit pas atteint de la maladie de Huntington? Alors on va commencer par la petite méthode qu'on utilisait en classe. Alors quel est le caractère étudié? Ici c'est le fait d'être atteint ou pas de la maladie de Huntington. Je vais simplement mettre que le caractère c'est la maladie de Huntington. Alors, quels sont les traits possibles ici? Eh bien, c'est être malade ou être sain. Et on passe maintenant à la notation. On va devoir attribuer une lettre à chaque trait, c'est-à-dire à chaque allèle. Le tout est de savoir lequel est dominant et lequel est récessif. Dans l'énoncé, on nous dit que c'est une maladie qui se transmet selon le mode dominant. Donc l'allèle qui rend malade sera dominant. Ce sera une lettre en majuscule. Alors on pourrait mettre un M majuscule pour malade ou un H majuscule parce que c'est la maladie de Huntington. Moi, je vais mettre un H majuscule. Donc l'allèle qui rend malade, H majuscule. Et donc l'allèle qui est normal, celui qui rend la personne saine, entre guillemets, ce sera le petit s. Donc, quels sont les génotypes possibles pour une personne malade? Donc, un génotype, c'est la combinaison de 2 lettres, une reçue d'un parent, l'autre reçue de l'autre parent. Pour qu'une personne soit malade, elle doit posséder l'allèle qui rend malade, le H. Ici, elle pourrait être double H, puisque le H est dominant, ou alors elle pourrait être hétérozygote HS. L'allèle qui rend malade, le H, est bien présent, et donc ce petit allèle-là, étant récessif, ne s'exprimera pas au niveau des phénotypes. Cette personne-ci est malade et cette personne-ci est également malade. Et quel génotype doit avoir une personne qui ne sera pas malade? Donc le génotype pour une personne saine. Pour qu'une personne soit saine, elle doit posséder l'allèle récessif petit s 2 fois. Elle doit l'avoir hérité
de sa maman et de son papa. Donc ceci, vous pouvez noter en dessous de la petite méthode. Moi, je vais devoir effacer pour avoir assez de place. Alors c'est parti pour analyser tout notre arbre généalogique et déterminer les génotypes de chaque personne. Alors déjà, il y a une petite convention. Les ronds représentent en fait des femmes et les carrés, ça représente les hommes. Mais nous, ce ne sera pas utile dans cet exercice parce que la transmission de ce caractère n'est pas liée au sexe. Ce qui sera important, c'est le code couleur. Les personnes qui sont malades sont en mauve bleu. Alors, on va devoir analyser génération après génération. Dans certains cas, on n'arrivera pas à déterminer précisément le génotype d'un individu et on devra attendre de passer à la génération suivante pour retourner préciser a posteriori, du coup, celui-là était lignée pure ou pas. Donc, génération après génération. Alors, dans la génération 1, on a deux individus. L'individu 1 qui est marié à l'individu 2. L'individu 1 étant malade, il peut soit avoir le génotype HH, soit le génotype HS. Les deux rendent la personne malade, donc pour l'instant, on ne sait pas quel est le génotype précis de l'individu 1. Par contre, l'individu 2, il est sain, vu le code couleur, donc l'individu 2, son génotype, on le connaît, c'est le génotype SS. Et pour l'instant, on ne s'est pas précisé pour l'individu 1, donc on va passer à la génération 2. Première chose à faire dans la génération 2, c'est de bien identifier qui sont les enfants de la génération 1. Au niveau des enfants, on suit les lignes. Le 2 est un enfant, le 3 est un enfant, le 4 est un enfant et le 6 est un enfant. Ces individus ici et là, ce sont des époux. Nous, on va d'abord commencer par s'occuper des enfants. Donc les enfants, on a le 2, le 3, le 4 et le 6. Les génotypes des enfants nous permettront peut-être d'aller préciser le génotype qu'avaient les parents, donc en génération 1. Si je prends l'enfant 2, c'est une personne malade, donc pour l'enfant 2, il peut avoir un génotype HH ou HS, je ne sais pas préciser. Et maintenant, les enfants 3, 4 et 6. Eh bien, tous les trois sont sains. Donc 3, 4 et 6, ils sont tous les trois sains, ils sont SS. Je vais déjà compléter pour 3, 4 et 6. Si je prends maintenant, par exemple, l'enfant 3, il a un génotype SS. Ça veut dire que de un de ses parents, il a hérité l'allèle sain. Et de l'autre de ses parents, il a dû également hériter de l'allèle sain. Si je regarde ses parents, au niveau du parent 2, oui, le parent 2 peut effectivement transmettre l'allèle sain à ses enfants. Et au niveau du parent 1, on ne savait pas au début choisir entre quel génotype prendre. Maintenant, on sait que le génotype de ce parent 1 doit forcément contenir l'allèle sain. Sinon, l'enfant n'aurait pas pu l'obtenir. Donc, grâce en fait aux enfants 3, 4 et 6, on peut aller préciser plus haut que le génotype du parent 1, c'est bien le génotype HS qui est le bon et pas le génotype HH. Et ce faisant, on va pouvoir faire une petite grille de punette pour les parents 1 et 2. Je vais la faire à leur niveau, petite grille de punette. Le parent 1, qui est HS, peut transmettre l'allèle H ou l'allèle S. Le parent 2, qui est SS, ne peut transmettre que l'allèle S. Donc, quelles sont les combinaisons possibles de génotypes pour les enfants? On a H, S et SS. Eh bien, on a effectivement 3 enfants qui ont ce génotype SS. Et maintenant, l'enfant 2, on va pouvoir préciser. L'enfant 2, étant donné les génotypes de ses parents, l'enfant 2 ne peut être que HS. Donc, grâce à cette grille de punette,
je peux retourner préciser quel était le bon génotype de l'enfant 2. Le bon génotype, c'est le HS et pas le HH. Et maintenant, en génération 2, je vais aller regarder les époux. Alors, l'enfant 2, il va épouser numéro 1. Je vais mettre numéro 1 en face de l'enfant 2. Je m'en occupe dans un instant. Alors, l'enfant 3, je complète l'enfant 3. Il n'a pas d'époux, d'épouse, il reste célibataire. L'enfant 4, lui, sera marié à 5. L'enfant 4, hop là, il est avec 5. Et l'enfant 6 est célibataire. Ok, maintenant je retourne sur l'enfant 2 qui est marié à 1. Quels sont les génotypes possibles pour 1? Eh bien, étant donné que 1 est sain, ça veut dire que 1 est d'office SS. Et pour le 6, non pas le 6, le 5. Le 5, ici, il est sain, donc il est également d'office SS. On part maintenant sur la 3e génération. Alors, tout d'abord, dans la génération 3, je vais m'intéresser aux enfants de 1 et 2. Le couple 1-2 de la génération 2 a eu comme enfant le 1 et le 2. Alors, l'individu 1 était sain, donc il a un génotype SS. Et l'individu qui est malade, quels peuvent être ses génotypes? Alors, l'individu qui est malade pourrait être HH ou HS. Alors, comment savoir? Eh bien, on peut retourner voir ses parents. Les parents, ils sont ici. Et si je fais une grille de Punnett pour la reproduction entre ces deux parents, hop là, le parent HS ici peut transmettre soit l'allèle malade, soit l'allèle sain, et le parent SS ne transmet qu'un seul type d'allèle, c'est-à-dire l'allèle S. Donc les enfants que peuvent obtenir ces deux individus sont des enfants qui ont un génotype HS et qui donc sont malades, ou un génotype SS et qui donc sont sains. Donc, grâce à la grille de Punnett de ces deux parents, on peut déterminer que les enfants ici ne peuvent pas être HH, mais sont d'office HS. On passe maintenant aux enfants du couple 4 et 5. Quels sont les enfants du couple 4 et 5? Ils ont les enfants 4 et 5 ici. Alors, vu la couleur, les enfants 4 et 5 sont tous les deux sains. Pas le choix, ça fait des génotypes SS. On peut aller vérifier au niveau des parents, est-ce que c'est crédible? Alors, les parents, c'était ceux-ci. Bien oui, effectivement, deux parents de lignée pure SS vont avoir des enfants de lignée pure SS. On note maintenant les époux. Alors, en génération 3, est-ce que le 1 a une épouse, un époux? Non, le 1 reste célibataire. Est-ce que les deux a une épouse ou un époux? Oui, ce sera l'individu 3, on complète après son génotype. Alors, l'individu 4, il est célibataire. L'individu 5, il est célibataire. Ok. Alors, l'individu 3, lui, sa couleur, il est sain. Donc, génotype SS. Et on passe à la génération 4. Comme d'habitude, on commence par les enfants. Donc, dans les enfants, on a l'individu 1 et l'individu 2. Alors, l'individu 1 est malade, ça veut dire qu'il peut être HH ou
HS. Et l'individu 2, on ne sait pas s'il est malade ou s'il est sain. On nous demande justement de déterminer la possibilité qu'il soit malade ou sain. Alors, on va déjà essayer de préciser, est-ce que le 1 est HH ou HS? Pour ça, de nouveau, on retourne voir les parents qui sont ici et on fait une grille de Punnett pour le croisement entre ces parents. Alors, c'est de nouveau la même grille de Punnett que tout à l'heure. Le parent 2 peut transmettre l'allèle H ou l'allèle S. Le parent 3 ne peut transmettre que l'allèle S. Donc, les génotypes possibles pour les enfants, c'est HS ou SS. Donc, grâce à cette grille, on peut préciser que l'individu ici est d'office HS et ne peut pas être HH. Et on va pouvoir maintenant répondre pour l'individu 2. L'individu 2, il a une chance sur 2 d'être de génotype HS, c'est-à-dire malade, et une chance sur 2 d'être de génotype SS, sain. Donc je vais essayer d'écrire ça en tout petit en bas. Et il ne reste plus qu'un individu, c'est l'individu 3 auquel le 2 est marié. Alors, je voudrais bien le mettre sur la droite ici, mais j'ai plus place, donc je vais marquer là sur la gauche. L'individu 3, vu sa couleur, il est sain, ça veut dire que l'individu 3 est SS. Et voilà, cet exercice est terminé. On a répondu au petit a, on a pu donner le génotype de chaque individu, on a réussi à les préciser tous. Dans certains exercices, parfois, on restera avec des génotypes de type, tiens, c'est HH ou HS, et on n'a pas réussi à préciser si c'était plus l'un que l'autre. Et on a répondu au petit b, donc quel était le pourcentage de chance que l'individu 4, donc de génération 4, 2, ne soit pas atteint de la maladie de Huntington. Alors dans les interros, si vous avez un petit b comme ça, vous réécrivez bien petit b et vous répondez par une phrase en français, bien l'individu 4-2 a 50% de chance d'être sain. C'est ce qu'on a déterminé ici. On peut maintenant passer à l'exercice suivant, l'exercice 10. Alors dans cet exercice 10, on va s'intéresser uniquement au petit c. Donc on a un arbre généalogique qui retrace la transmission des groupes sanguins dans une famille, et il faut donner le génotype de chaque membre de la famille. Et en plus de ça, il y a l'un des individus qui est issu d'une union illégitime, et il faut trouver c'est lequel. Alors, petite méthode de résolution. Quel est le caractère étudié? Le caractère étudié, c'est le groupe sanguin. Alors, le groupe sanguin de type ABO, pas le rhésus. La caractéristique de ce caractère, de ce gène, c'est qu'il a 3 traits possibles. L'allèle A, qui est dominant, l'allèle B, qui est codominant à l'allèle A, donc ils sont tous les deux dominants, et finalement l'allèle O, qui est récessif, donc que je mets en minuscule. Au niveau des notations, la notation c'est la même que les traits grand A, grand B, petit O. Et au niveau de la combinaison de ces allèles, alors c'est expliqué à la page 16, un individu qui a l'allèle A et un autre allèle A dans son génotype, donc un individu qui a un génotype AA, si on lui fait une prise de sang, ce qu'on va détecter, c'est que son groupe sanguin, c'est le groupe sanguin A. Un individu qui serait de génotype AO, son groupe sanguin, c'est A, puisque le O est récessif. Un individu qui possède les deux allèles A et B codominants, eh bien, au niveau d'une prise de sang, ce qui sera détecté, c'est un groupe sanguin AB. Un individu homozygote BB, lignée pure, groupe sanguin B. Un individu BO,
O sera de groupe sanguin B. Et pour donc avoir le groupe sanguin O, il faut être double récessif, il faut posséder 2 fois l'allèle O. Donc c'est parti, maintenant génération après génération, on va essayer de déterminer les génotypes des individus. Donc dans l'arbre, ce qu'on a ici, ce qui est indiqué ici, c'est à chaque fois le phénotype, ce qui a été détecté lors d'une prise de sang. Alors c'est parti, dans la génération 1, j'ai l'individu 1 qui sera marié à l'individu 2. Le phénotype de l'individu 1, c'est O, groupe sanguin O. Donc d'office, cet individu, si je me réfère au tableau de la page 16, pour avoir un groupe sanguin O, il doit être double récessif O, O. Tandis que son conjoint, l'individu 2, qui a un groupe sanguin A, eh bien il pourrait être AA ou AO. En fonction des enfants qu'ils auront tous les deux, on pourra peut-être préciser si l'individu 2 est AA ou AO. On passe maintenant à la génération 2. Dans la génération 2, on repère bien les enfants du couple 1-2. Alors au niveau des enfants, on a le 2, on a le 4, on a le 6 et on a le 7. Et chacun de ces enfants aura un mari, une épouse. Donc je note les enfants. 2, 4, hop là, 6 et 7. Alors l'enfant 2 est de groupe sanguin A. Donc l'enfant 2 est-il AA ou AO? Ça, on peut déjà le déterminer parce que, étant donné que son parent 1 est OO, il ne peut être que AO. Pour être AA, il aurait fallu qu'il hérite de sa maman d'un allèle A, de son papa d'un allèle A. Ici, le parent numéro 1 ne peut transmettre que du O. Donc l'enfant 2 est d'office AO. Alors, l'enfant 4. L'enfant 4 est O. Ça veut dire que l'enfant 4 est double récessif O, O. Et ça nous permet de tirer une conclusion sur le parent ici. Pour que l'enfant 4 soit OO, très bien, il a hérité de l'allèle O de ce parent, mais il faut que son autre parent puisse lui transmettre l'allèle O. Et donc l'individu 2 ici n'est pas de lignée pure, l'individu 2 est AO. Soyez bien clairs, vous barrez les génotypes qui ont été éliminés. On passe maintenant à l'individu 6. Alors l'individu 6, de nouveau phénotype A, donc on a déjà tiré la conclusion qu'il était AO. Et le 7, même chose, il sera également AO. On passe maintenant aux époux-épouses. Donc on a le numéro 1, le numéro 3, le numéro 5 et le numéro 8. Donc 2 est marié à 1, 4 est marié à 3, 6 est marié à 5 et 7 est marié à 8. Alors l'individu 1 est B, alors il pourrait être de génotype BB ou BO, pour l'instant on ne sait pas dire. L'individu 3 est B, même chose, il pourrait être BB ou BO. Le 5, c'est encore pareil, BB ou BO. Et le 8, lui, d'office, phénotype O, donc génotype OO. En analysant les phénotypes et les génotypes des enfants de génération 3, on arrivera peut-être à préciser les génotypes de ses parents, qui restaient encore un petit peu imprécis.
Alors, dans la génération 3, le couple 1-2 a eu 3 enfants. 1, 2, 3. Alors, leur premier enfant, l'enfant 1, a un phénotype O, donc son génotype est d'office OO. Est-ce que ça me permet d'aller préciser des choses par rapport aux parents? Donc cet enfant numéro 1, ça veut dire qu'il a hérité de l'allèle O de papa et de l'allèle O de maman. Si je regarde ses parents, les individus 2 et 1, ça veut dire que dans leur génotype, l'allèle O doit être présent. Ici, c'est OK, effectivement. Le parent AO peut transmettre l'allèle O. Et dans le parent ici, eh bien, on peut maintenant préciser son génotype. Le génotype qui est là, c'est BO. Ainsi, il peut transmettre l'allèle O à son enfant. Je vais recommencer cette flèche. Hop là, on va contourner par là. Donc, il a un génotype BO et pas BB. Alors, on continue. L'enfant 2, on nous dit qu'il est AB. Alors, est-ce que c'est possible qu'il soit AB? Eh bien oui, il a hérité de l'allèle A de ce parent et de l'allèle B de ce parent. AB, c'est tout à fait possible. Et l'individu 3, on nous dit qu'il est A. Alors, est-ce qu'il sera A, ou est-ce qu'il sera A, O? Eh bien, si je regarde ses parents et que je fais une petite grille de punette, alors, le parent AO, je vais mettre ma grille de punette, je vais aller la mettre ici. Le parent qui est AO, il peut transmettre l'allèle A ou l'allèle O. Le parent qui est BO peut transmettre l'allèle B ou l'allèle O. Donc, parent AO peut transmettre soit A, soit O. Parent qui est BO peut transmettre soit B, soit O. Donc, quelles sont les rencontres possibles de gamètes? Eh bien, A rencontre B, on peut obtenir un enfant AB. A rencontre O, on peut en obtenir un enfant AO. B rencontre O, on peut avoir un enfant BO. Et O rencontre O, on peut avoir un enfant OO. Et donc, dans aucune de ces combinaisons, on obtient un enfant qui est double A. Bien, c'est assez logique parce que pour être double A, il fallait obtenir A des deux parents, et donc celui-là ne savait pas transmettre l'allèle A. Donc l'enfant 3, il était d'office AO et pas A. Alors on continue, on a pour le couple 3, 4, on a 4, 5, 6 qui sont de phénotype B. Donc 4, 5 et 6 ont un phénotype B, donc génotype possible, BB ou BO. On va jeter un coup d'œil pour savoir aux parents pour savoir c'est lequel des deux phénotypes. Alors les parents, ce sont ceux-là. Eh bien, il y a déjà une chose qui doit vous sauter aux yeux, c'est que le parent 4, il est OO, donc il ne peut pas transmettre l'allèle B. Donc 4, 5 et 6 ne peuvent pas être BB. Ils ont d'office hérité de l'allèle O du parent 4. Donc, c'est pas BB, ce sera des enfants BO. Mais ce faisant, avec ce type d'enfant, on n'arrivera pas à préciser quel est le génotype de l'individu 3. Il peut aussi bien être BB, dans ce cas-là, il aura transmis B et ce parent O à ses enfants, mais il peut rester également BO. Dans ce cas-là, l'allèle qui aurait été transmis, c'est le B, et le 4 a transmis le O. Donc on ne sait pas déterminer. Alors on passe au suivant. Alors, A et B ont 3 enfants, 7, 8, 9. Alors, mauvaise couleur. Le 7. On nous dit qu'il a un phénotype AB, donc son génotype, c'est le génotype AB. Puis 8 et 9, ce sera pareil. Ils sont soit BB, soit BO. Alors, est-ce que c'est possible que le 7 ait un génotype AB? Eh bien, on regarde ses parents. Le parent 6 et le parent 5. Effectivement, le parent 6, il peut transmettre le A et le parent 5, il peut transmettre le B. Dans ce cas-là, le 7 sera bien AB. Et puis, est-ce que 8 et 9 sont BB
ou BO? Eh bien, si je regarde le parent 6, il ne peut pas transmettre l'allèle B. Donc, d'office que les enfants ici seront BO. Donc, de ce parent 6, ils ont hérité de l'allèle O, et de leur autre parent, ils ont hérité de l'allèle B, de ce génotype-ci ou de ce génotype-là. Donc, de nouveau, le 5, on ne pourra pas préciser plus que ça le génotype. Ce sera génotype BB ou BO, on ne sait pas le dire. On passe maintenant au dernier couple, le couple 7-8. Alors, je vais devoir me mettre un petit peu en décalé ici sur la droite. Vous pouvez continuer en dessous. Alors, le couple 7-8 a eu 4 enfants. Alors, le 10, le 11, le 12 et le 13 est comme le 10. Alors, je vais mettre 10 et 13 ensemble. Ok, 10 et 13 sont A. Donc, génotype possible, AA ou AO. Je vais regarder les génotypes des parents pour voir si je peux un petit peu préciser. Eh bien, au niveau des parents, il y a le 7 qui est AO et il y a le 8 qui est OO. Donc, d'office, les enfants ne peuvent pas être double A parce que le parent OO ne peut transmettre que l'allèle O. Donc, les enfants sont tous AO. En tout cas, les enfants de groupe sanguin A. Alors, je peux m'intéresser maintenant à l'individu 11. Alors, l'individu 11, on me dit qu'il a un phénotype AB, donc pas le choix, le génotype, c'est un génotype AB. Je vais vérifier au niveau des parents si c'est crédible. Alors, le parent 7 peut transmettre l'allèle A, ok, mais le parent 8, il ne peut pas transmettre l'allèle B. Donc, cet enfant est complètement anormal, c'est pas possible d'obtenir un enfant pareil avec une telle rencontre d'allèles avec ces génotypes pour les deux parents. Et la question de l'énoncé, c'était de trouver en fait un individu issu d'une union illégitime. Donc on l'a trouvé, l'individu 11 est l'individu issu d'une union illégitime. Donc le 11 est un enfant illégitime ou alors adopté évidemment. Voilà, et il ne nous reste plus que l'individu 13. Le 12 a un phénotype O, donc un seul génotype possible, double O, double récessif. Cet exercice est donc maintenant terminé. Lors d'une interrogation, n'oubliez pas de bien structurer votre réponse pour le B. Donc vous mettez un petit B et vous écrivez en français que l'individu issu d'une union illégitime est l'individu 11 de génération 3. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir été suffisamment complet. Et voilà, au revoir.